fois de plus, bienvenue sur le plateau de Scène de Presse. Avec nous sur ce plateau, justement, le docteur Hassan Ben, qui est chef de la division de la coopération au ministère de la Santé publique. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, Lucas. Et tout à côté de moi, tout à ma droite, comme co-intervieweur ce soir, Agnès Solange Abessolo, que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Bonsoir et bienvenue Agnès Solange. Merci, bonsoir Lucas. Avec vous, nous parlerons de la vaccination anti-Covid. La décision est actée par le gouvernement. Les activités de vaccination sont volontaires. Notre pays est bénéficiaire du fonds COVAX qui permet aux États aux ressources limitées d'avoir accès à 20% des doses requises pour leur population. Vaccin retenu pour le moment, AstraZeneca. Les raisons du choix, la fiabilité et les cibles de ce vaccin meublent la première partie de cette émission, un volet décryptage. Le débat en grand format ce soir, dans la deuxième partie de votre émission, face à face, l'honorable Ngoïsi Rolande, présidente du mouvement des consommateurs et députée PCRN, et Luc-Claude Mamba, chef de la division de la communication et de la promotion de l'accompagnement des entreprises et des administrations à l'Agence des normes et de la qualité. Sur la table du débat, la qualité des produits vendus aux consommateurs, le faux semble régner en maître. Ce soir, nous questionnons les mécanismes de protection des consommateurs et de contrôle des produits qui pilulent dans nos marchés et qui sont parfois à l'origine de dommages physiques. Mais avant, arrêt sur la priorité sanitaire de l'heure, le Covid-19 et sa situation épidémiologique dans notre pays. C'est dans ce zooming de Régine Gladys Lebouda. La courbe s'habille en pic depuis plusieurs semaines. Ce 12 mars, le compteur Covid affiche 5291 cas actifs. Un palier jamais franchi en un an. Superposons les données. Le 23 février, l'on annonçait 2672 cas actifs de Covid. Petite mathématique et résultat, le chiffre a doublé. En 15 jours seulement, 2619 nouveaux cas ont rejoint la valse des contaminations, ce qui nous donne une moyenne sensible de 1000 nouveaux cas actifs par semaine. Pour illustrer la course du virus, faisons un arrêt dans les unités de prise en charge. En 2 semaines, le taux d'occupation des lits a triplé. L'on est passé de 4% en fin février à 12% ce 12 mars. Plus inquiétant encore, le nombre de décès. 633 morts contre 551 il y a 2 semaines, soit 82 destins abrégés en 15 jours, ce qui équivaut à une moyenne de 40 décès par semaine. Des chiffres alarmes qui devraient réanimer nos consciences en vadrouille, car dans les lieux publics, les masques pourtant obligatoires migrent trop souvent du nez au menton pour s'oublier dans le creux des poches. Pour l'heure, le virus est bien à l'aise dans les taxis en surcharge, malgré l'interdiction du ministère des Transports. Corona est en liesse entre 2 fêtes bondées et des marchés saturés. L'urgence de la distance n'est plus à démontrer. Il ne faut surtout pas tester un virus à couronne aux multiples visages, dont la virulence tranche avec la latence des symptômes pour certains variants. Un seul mot, vigilance. En attendant, peut-être, le vaccin salvateur avec ses gouttes de doute et ses doses d'espoir. Alors, docteur, on a là la situation épidémiologique du Cameroun à ce jour. Est-ce que c'est une situation à laquelle vous vous attendiez après le Chan? Est-ce que c'est pire que ce à quoi le ministère de la Santé publique s'attendait? Oui, merci, bonsoir. Cette situation épidémiologique, elle est préoccupante, je dois l'avouer, puisque vous comprenez que la semaine dernière, par exemple, nous avons commencé à franchir les 2500 cas, contrairement à la première vague où nous avons à peine atteint 2000 cas
Maintenant, dire que c'est le CHAN qui en est la cause, je ne crois pas, puisque au vu de la mobilisation qu'il y a eu autour du CHAN, justement, on s'attendrait peut-être à plus de cas que ça. Alors, le Cameroun devient, selon le professeur Tétanier, le Cameroun devient le 16e pays africain ayant notifié le plus grand nombre de cas confirmés. On passe devant la Côte d'Ivoire, suivi du Zimbabwe. C'est quand même assez préoccupant. Est-ce que la prise en charge suit? Est-ce qu'elle est à la hauteur? Oui, je vous l'ai dit, effectivement, la situation épidémiologique, elle est préoccupante. Nous en sommes conscients. Maintenant, quand on regarde à l'intérieur des chiffres, vous allez tout simplement constater qu'en termes de décès, nous avons quand même le taux de létalité le plus faible. Nous sommes autour de 1,5%. Alors qu'on sait qu'au niveau de l'Afrique, par exemple, le taux de létalité est à 2,6. Je dirais même plus, puisque dans les pays dits développés où toute la technologie est disponible, leur taux de létalité est à 2%. Donc voilà, nous avons eu des cas massifs de contamination, mais la prise en charge, évidemment, elle suit. Nous franchissons pratiquement les 90% de taux de guérison, ce qui est exceptionnel. 94%. 94%. Alors, d'ailleurs, nous avons été félicités par les instances mondiales en le domaine. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir. Dans cette prise en charge, est-ce que vous prenez en compte la médecine alternative et comment pour l'instant, non. Je dois vous l'avouer assez tôt. Vous vous souvenez, lors de la première vague, il y a eu des propositions d'accompagnement du ministère de la Santé dans les domaines variés que sont la médecine douce, la médecine traditionnelle. Nous les avons accueillis, nous leur avons proposé des guidelines, bien entendu, puisque vous savez, c'est la vie humaine. Il faut quand même s'entourer d'un certain nombre de précautions. Nous l'avons proposé de rentrer dans le jeu. J'avoue que nous les attendons toujours. Et évidemment, la porte du ministère de la Santé est bien ouverte pour toute contribution à la lutte contre le Covid. Sauf que les médicaments circulent. Oui. Ces médicaments ils sont même recommandés par certains médecins. Oui, vous savez, la médecine a beaucoup de controverses de par la nuit des temps. Vous savez, chacun vient de son école, chacun a ses maîtres. Il y a des gens qui prônent certainement les compléments alimentaires, pourquoi pas. Mais je vous avoue que de manière formelle, comme ça, nous ne sommes pas encore sur le sujet pour dire qu'il y a un protocole précis qui prend en charge et qui lutte contre la Covid. Et je veux vous surprendre d'ailleurs en vous disant que, peut-être pour le déplorer, que la plupart des décès que nous enregistrons, vous allez voir dans le dossier médical qu'ils sont passés quand même quelque part, peut-être par 1, 2 ou 3 étapes. Ils ont commencé par cette médecine-là et malheureusement, ils nous arrivent assez tard. Et bien entendu, c'est pas pour s'en vanter, mais je dis, les protocoles élaborés au niveau global sont connus. Les experts en la matière ont siégé et nous proposent une façon de prendre en charge. Et nous respectons justement ce canevas. On pourrait également vous opposer les listes des personnes guéries grâce à ces médicaments. Oui, vous savez, je pense que avant de commencer à discuter, peut-être qu'il va falloir passer par des petites études. Moi, en tant qu'épidémiologiste, j'observe, mais je me dis, tant que je ne vais pas regarder une certaine différence entre ceux, par exemple, qui ont reçu le traitement alternatif par rapport aux nôtres en termes de guérison, je ne pourrais pas l'avancer. Mais je peux dire, beaucoup sont venus vers nous, ont obtenu satisfaction et on a la preuve qu'aujourd'hui, nos chiffres sont pratiquement près de 95% de guérison. Ça veut dire que c'est considérable. Et je vous le dis, on nous a félicités au niveau global pour ces chiffres-là. Aucun pays aujourd'hui ne peut se targuer d'avoir ce taux de guérison. Alors, on va parler de ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps, notamment la question de la vaccination. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est clairement exprimé sur le sujet. Le gouvernement a déjà pris l'option de la vaccination. C'est acté. Je vous propose justement d'écouter Joseph John Gouté en focus dans cette édition de Scène de Presse. Dans la perspective de renforcer notre dispositif de prévention, le chef de l'État a instruit le gouvernement
d'engager des démarches auprès des organismes partenaires en vue de l'acquisition des vaccins contre le Covid-19. Plus d'1 million de doses de vaccins seront disponibles à très brève échéance. Lorsque ces vaccins seront mis à notre disposition, un plan de vaccination sera mis en œuvre sur la base du volontariat. Mais en attendant l'aboutissement des démarches en cours, la discipline personnelle ainsi que le renforcement des mesures de prévention individuelle et collective constituent les moyens les plus efficaces pour stopper la progression de cette maladie dans notre pays et préserver les vies de nos concitoyens. Alors, docteur Hassan, dites-nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de parler véritablement du vaccin, est-ce qu'on en sait suffisamment sur le virus ou sur les virus qui circulent au Cameroun? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Oui, je dois dire que le séquençage génomique à l'heure actuelle dans notre pays est en cours de mise en place, prochainement, probablement dans les jours à venir. Donc, il sera à ce moment facile de dire quels sont les types de variantes qui circulent dans notre pays. Pour l'instant, nous envoyons nos échantillons dans des laboratoires partenaires, notamment au Nigeria, où jusqu'ici, aucune variante n'a été signalée. Je dois aussi... On dit pourtant de ce virus-là qu'il est différent de celui qui a sévi l'année dernière au Cameroun. Oui, je dois dire que les coronavirus, ce n'est pas une nouveauté en matière de recherche. Ceux qui suivent l'actualité savent très bien que le laboratoire de Wuhan qui a incriminé, dont on dit que ce virus viendrait, il y a toute une équipe là-bas qui travaille sur les coronavirus. Et ça fait plus de 15 ans qu'ils sont sur le sujet et la recherche sur ce virus-là, elle continue et je suis sûr qu'elle va continuer dans les jours à venir. Maintenant, est-ce que notre pays contribue justement à cette recherche-là? Oui, puisque nous partageons nos échantillons au niveau global, mais probablement, comme je le disais tantôt, dans les jours à venir, nous allons certainement nous en occuper de manière précise. Alors, comment le vaccin a-t-il été choisi, sachant qu'une étude est en cours et qu'on n'est pas encore fixé sur les variants qui circulent véritablement chez nous? Sur la base de quoi? Quels sont les critères qui ont prévalu au choix de ce vaccin AstraZeneca? Oui, mais vous savez qu'en fait, on n'invente pas la roue, puisque si nous ne travaillons pas spécifiquement sur ce virus-là, il y a d'autres qui sont avancés sur le sujet. Et d'ailleurs, si vous revenez au vaccin qui a été choisi, je ne suis pas sûr que nous soyons sur le bon tempo en termes de polémique, parce que, évidemment, dans le monde actuel, est-ce qu'on a vraiment une palette de vaccins comme ça qui soit rendue disponible et efficace contre ce virus-là? Oui, vous me répondrez, mais le vaccin que nous avons choisi aujourd'hui est quand même efficace sur ce coronavirus. Même comme l'actualité de l'heure nous rappelle qu'il faut être prudent. Et d'ailleurs, nous le sommes, puisque vous savez, depuis quelques jours, il y a une polémique autour justement des effets secondaires liés à ce vaccin. Alors, ce vaccin qui a été recusé, par l'Afrique du Sud, le jugeant et même pas que l'Afrique du Sud, impuissant par rapport à... J'entends aujourd'hui l'Afrique du Sud a recusé le vaccin. C'est leur contexte, il n'y a pas de souci. Est-ce que d'autres pays ne l'utilisent pas? Oui. Est-ce que d'autres pays l'ont suspendu temporairement, puisque le principe de précaution, c'est un principe qui existe pour tout médicament, d'ailleurs, pas seulement pour les vaccins. Et ça correspond justement à la phase 4 de développement d'un vaccin ou d'un médicament, et qui vaut que lorsqu'on commence à utiliser un produit médical de la sorte, il faut qu'on fasse de la pharmacovigilance. Il faut qu'on surveille justement les effets secondaires de façon à se prononcer sur la fiabilité et l'efficacité justement de ce vaccin. Ceux-là ont commencé à utiliser le vaccin, donc le système de pharmacovigilance enregistre quelques effets secondaires. Il s'arrête un instant pour essayer d'établir un lien de causalité justement entre le vaccin et les effets qui ont été enregistrés. Ne soyons pas surpris que demain ou après-demain, qu'ils reviennent nous dire, écoutez, en fait, on s'est trompé sur les effets secondaires, il n'en est rien du tout.
Est-ce que vous êtes face... Est-ce que le taux d'efficacité de ce vaccin-là vous arrange, vous? Oui, écoutez... Parce qu'on a quand même également remarqué que le ministre n'est pas on va pas dire qu'il n'est pas totalement sûr, mais il reste quand même, il émet quand même des réserves sur ce vaccin-là comme les autres pays. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde, madame. Je vous dis ceci, le ministère de la Santé est attentif à tout ce qui se développe autour de ce vaccin et même d'autres vaccins. Alors, le vaccin actuel qui est incriminé, ce vaccin-là a retenu l'attention de quelques systèmes de pharmacovigilance. Et c'est d'ailleurs, je dois le dire, c'est un lot de vaccins qui est incriminé. Aujourd'hui, on dit, nous attendons. Donc, nous attendons aussi avant de devoir nous prononcer sur le sujet. Mais il faut rappeler quand même que ce vaccin-là a éprouvé toutes les étapes de développement du vaccin. Ce vaccin a été annoncé comme efficace à plus de 90%, et cela nous suffit. Et d'ailleurs, c'est la plupart des médicaments sont annoncés utilisables lorsqu'ils sont efficaces à plus de 90%. Alors, Agnès? docteur Hassan, est-ce qu'au Cameroun, on peut dire aujourd'hui quelles sont les contre-indications de ce vaccin? Oui, madame, je peux vous dire qu'à partir du moment où un vaccin est établi comme celui-ci, il y a des effets secondaires qui sont connus, qui viennent avec le médicament et qui sont annoncés par le fabricant lui-même. Maintenant, on pourrait observer au moment de l'utilisation un certain nombre d'effets secondaires qui n'aient pas été annoncés, mais cela suppose au jour d'aujourd'hui, quelles sont ces contre-indications? Quels sont ces effets on ne secondaires? peut pas se prononcer aujourd'hui puisque nous n'avons pas commencé à utiliser ce vaccin-là. Mais ceux qui l'ont utilisé vous disent qu'ils ont observé tout de même quelques effets secondaires sur certains lots. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par principe, ils vous disent nous allons suspendre 2 semaines en attendant de voir clair. Et en épidémiologie, c'est essayer d'établir un lien de causalité entre justement les effets secondaires qui sont annoncés et l'utilisation de vaccins. En d'autres termes, est-ce que les éléments, les problèmes de santé qui sont annoncés pour la période sont plus élevés que ceux de la même période, par exemple, avant l'utilisation du vaccin? Justement, ça, moi, c'est pas une question simple qu'on pourrait se poser. C'est quoi ce vaccin AstraZeneca? Ce vaccin, c'est un vaccin avec ARN messager. C'est un vaccin aujourd'hui qui utilise une nouvelle technologie. Par exemple, je dois dire que par le passé, on avait soit des vaccins qui utilisaient des virus vivants atténués, ou alors des virus atténués, ou alors des virus tués. Maintenant, aujourd'hui, quand on se retrouve devant une nouvelle technologie, c'est normal que les gens se posent la question de savoir est-ce que cette technologie est suffisamment éprouvée. Mais moi, je vous dis, ça fait plus de 15 ans qu'il y a une équipe de chercheurs de par le monde. Le laboratoire de Marseille aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur les coronavirus. Mais pourquoi vous l'avez choisi ce vaccin-là? Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est parce qu'il correspond à notre chaîne de froid? Pourquoi l'avoir choisi? Bien entendu, je crois que le premier élément qui sous-tend le choix d'un vaccin, c'est l'efficacité. Ce vaccin, est-ce qu'il est efficace sur la maladie qui est annoncée? Oui. Est-ce que d'autres considérations peuvent rentrer en jeu? Oui, pourquoi pas? Je pense que c'est le vaccin le moins cher aujourd'hui sur le marché. Il coûte à peu près 1500 jusqu'à l'administration, 1500 francs de l'OCFA, contrairement à certains vaccins qui peuvent nous coûter, par exemple, 30 000 à 50 000. Et le deuxième facteur, c'est l'accommodation avec notre chaîne de froid. Est-ce que ce vaccin-là, nous pouvons l'utiliser dans notre village le plus reculé? Oui, ce vaccin AstraZeneca, nous pouvons l'utiliser si jamais il était admis qu'il est utilisable. Alors, qui est admissible, hein, si je peux, Lucas? Avant qu'on arrive aux cibles de ce vaccin, si vous permettez, Agnès Solange, moi, je voudrais savoir ce qu'en pense le comité scientifique, mais également le groupe technique consultatif national pour la vaccination. Est-ce que ces deux entités ont été consultées? Jusqu'où elles ont pu donner leur point de vue sur la question concernant concrètement le choix du vaccin? C'est bien comme vous revenez justement au conseil scientifique, puisque c'est un ensemble d'experts et le GTNCNV. En fait, il faut dire que depuis le début du processus d'acquisition de la vaccination contre le Covid, toutes ces deux instances-là ont siégé chacune de leur côté et se sont prononcées. Certes, leurs rapports sont confidentiels puisqu'ils sont adressés à qui de droit. C'est le ministre de la Santé qui commet
justement cette instance-là pour leur donner son avis. Mais il faut dire qu'on ne peut pas choisir un vaccin si ces deux instances-là ne sont pas d'accord. Jusqu'à il y a 2 semaines, c'était le vaccin recommandé par tous. Aujourd'hui, jusqu'à la semaine dernière, avant qu'on commence à rentrer dans les principes de précaution énoncés par quelques pays sur quelques lots de vaccins. Maintenant, si demain ce conseil scientifique-là revenait à la charge pour dire que ce vaccin n'est pas admissible... Pourquoi on n'entend pas ce conseil scientifique-là? En fait, le conseil scientifique, c'est un groupe d'experts, ceux qui sont calés à la matière, on va le dire comme ça, entre guillemets, et qui peuvent orienter le ministère de la Santé, justement, dans le choix d'un certain nombre d'interventions de santé, notamment pour ce qui concerne le Covid et même la vaccination. Et ce vaccin-là, il vient d'où? Ces experts, ce vaccin. Ce vaccin, c'est un vaccin britannique qui vient du laboratoire qui est connu, qui s'appelle AstraZeneca. Et qui fabrique d'autres médicaments qui circulent dans notre pays, justement dans d'autres pathologies. Quelle a été la recommandation la recommandation... Je vous repose la question. Oui, je ne peux pas répondre à cette question puisque n'étant pas dans le secret justement de leur délibération. Mais je voudrais juste vous dire que ce vaccin figure justement en bonne place dans le choix des experts. J'aime bien cette phrase, il figure en bonne place. Alors moi, je vais vous donner lecture de la tribune qu'a commise le professeur Tétanier cette semaine dans les colonnes du journal Cameroun Tribune. Voici exactement ce que dit le professeur Tétanier. Sur le plan opérationnel, il est certain et aux yeux des experts que la capacité à être efficace à 66 à 100% avec une seule administration en une dose, donne au vaccin Johnson & Johnson un avantage considérable par rapport aux autres concurrents. Ça, c'est l'avis du professeur Tétanier qui semble être partagé par d'autres experts qui soulignent que ce vaccin est efficace entre 66 à 100%, que c'est en une seule dose. Tout à fait. Contrairement à celui qui a été choisi. Alors, est-ce que l'avis du professeur Tétanier et des autres experts... L'avis du professeur Tétanier et des autres experts, c'est des avis... Est-ce que ces avis ont été suivis? Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls sur le sujet. Moi, je suis en train de parler d'un vaccin qui existe, qui est disponible et qui peut être rendu disponible pour nos populations. Parlons du vaccin justement de Johnson & Johnson. C'est la semaine dernière que l'Union européenne l'a validé sur son territoire. Il est encore en cours de production. Allons-nous attendre suffisamment longtemps que ce laboratoire veut bien fabriquer ce vaccin qui est annoncé justement comme celui peut-être qui a le plus d'efficacité? Que faisons-nous de tous ceux qui sont contaminés ce jour? Vous leur inoculez un vaccin, sur lequel des réserves sont émises? Nous sommes en train de vous dire ceci, je vous dis et je le répète. Est-ce que c'est nécessaire de courir? Et je veux le répéter d'ailleurs pour être plus clair. Nous n'allons pas utiliser ce vaccin tant qu'il subsiste encore des doutes là-dessus. C'est un vaccin qui a été annoncé il y a quelques jours justement pour être utilisé. Nous n'avons pas encore reçu ce vaccin sur notre territoire. À partir du moment où nous ne l'avons pas encore reçu sur notre territoire, nous ne pouvons pas vous dire ce que nous allons en faire. Maintenant, si par mégarde, justement, ce qui est annoncé dans la plupart des pays sur certains lots de ce vaccin s'avère être effectivement fiable, dans ce cas, je pense que le gouvernement ne peut pas prendre celui d'utiliser ce vaccin. Est-ce que nous sommes obligés de vacciner? Nous sommes... écoutez, madame, quand vous le dites, la vaccination, c'est un des instruments que nous utilisons dans le cadre de la lutte contre les maladies. Nous ne parlons pas seulement de coronavirus, mais nous parlons de toutes les autres maladies dont on dispose un vaccin. Aujourd'hui, ce Covid-là, il nous a éprouvé, certes, vous le voyez à travers les chiffres, mais est-ce que la vaccination exempte des mesures d'hygiène? Non. Est-ce que la vaccination exempte des précautions, des mesures barrières? Non. Est-ce que la vaccination peut servir pour atténuer justement la maladie dans notre pays? Oui, parce que tout simplement, c'est un des instruments de lutte contre cette maladie-là. Et écoutez, vous allez en guerre, vous avez une arme disponible à votre niveau, vous ne l'utilisez pas?
Vous ne l'utiliserez pas? Oui. Alors justement, je voudrais, j'ai abondamment relu le professeur Tétani qui dit à propos des vaccins de manière générale, la capacité de ces vaccins à interrompre la transmission du virus dans la population reste encore à établir et à prouver par les résultats des études en cours dans les pays qui ont pris de l'avance dans la vaccination de leur population. Ça craint quand même. C'est tout à fait normal, madame. Dans le développement de la vaccination, cette situation-là, c'est ce qu'on appelle la surveillance post-vaccinale. Est-ce que ce vaccin qui aujourd'hui est développé peut suffire à arrêter ou à éliminer le Covid? Je ne saurais vous répondre par l'affirmative, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Lorsqu'on va commencer à vacciner, et d'ailleurs les pays qui ont commencé avant nous le diront, ils vous diront peut-être que les gens sont protégés pour 6 mois, les gens sont protégés pour 1 an, les gens sont protégés pour 10 ans. C'est la même chose avec tous les vaccins. Il y a des vaccins qui protègent à vie, comme il y a des vaccins dont on est obligé justement de revenir sur une dose pour augmenter l'immunité individuelle. Alors vous nous garantissez que le Cameroun reste ouvert aux autres propositions, qu'il ne s'agit pas seulement de la proposition retenue dans le cadre du COVAX? Justement, pour ne pas vous couper, j'entends dire que le vaccin qui vient, c'est le vaccin AstraZeneca. La première dotation, c'est le vaccin AstraZeneca. Mais nous ne connaissons pas encore les autres dotations. Nous ne savons pas quel est le vaccin que nous aurons. Peut-être que nous aurons du Johnson & Johnson. Pourquoi pas un autre vaccin, le vaccin russe, pourquoi pas? Dans le Cameroun, le Cameroun n'est pas lié au COVAX. Le Cameroun n'est nullement lié à un quelconque vaccin. Le Cameroun a adhéré à une facilité. C'est une facilité qui a bien voulu mettre autour de la table un certain nombre de personnes qui pensent qu'il faut mettre de l'équité dans la vaccination. Parce que si on laissait ce marché-là ouvert, vous comprenez que lorsqu'il va falloir faire de l'achat, certainement certains pays ne pourraient pas se l'offrir. Alors justement, quand on parlait de cette... Il y a 92 pays aujourd'hui dans le monde qui ont adhéré à cette initiative. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. C'est pour essayer de réguler l'achat des vaccins. Donc, je voudrais juste ajouter que la facilité dont vous parlez, c'est la facilité COVAX. Il s'agit d'un fonds créé par l'OMS, Gavi, l'UNICEF, l'Union européenne et la Banque mondiale pour permettre aux États aux ressources limitées de pouvoir acquérir gratuitement 20% des doses requises pour leur population. Mais pour cela, il faut que le vaccin soit retenu, il faut que ce vaccin-là soit demandé. Le seul vaccin qui répond à tous ces critères en ce moment, c'est le vaccin AstraZeneca. Je vais vous surprendre même d'ailleurs pour vous dire tout simplement. La facilité COVAX a été mise en place en avril 2020. À ce moment, avait-on l'idée d'un vaccin qui pourrait venir, qui s'appelait AstraZeneca ou alors Johnson & Johnson? On savait qu'il y avait des films qui étaient avancés sur le développement d'un vaccin. L'initiative s'est mise en place pour dire le premier qui trouve le vaccin qui est efficace, nous aussi, on va l'accueillir et on va le mettre à la disposition des populations qui ne peuvent pas se l'offrir. J'ai une question. Oui, Agnès Solange. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore le vaccin, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur la durée de l'immunité? 1 mois? J'ai répondu tout à l'heure à cette question en disant on n'a pas suffisamment de recul pour dire aujourd'hui quelle est la durée de protection de ces vaccins qui sont en circulation de par le monde. Certainement, on reviendra dessus sur le sujet pour vous dire effectivement tel vaccin, il a 2 ans, 10 ans, etc., etc. Pour l'instant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons à la disposition de nos personnels de santé un outil supplémentaire pour lutter contre la Covid. On vaccine pour contrer quoi alors? Le Covid, combien de temps? Puisque le vaccin, c'est forcément inoculé. Oui, le vaccin est forcément inoculé, mais je pense que les études vont continuer pour vous dire finalement mais d'abord, combien de temps on y va comme ça, sans savoir combien de temps on est immunisé. Et sachez justement, par exemple, en matière de vaccination, pour atteindre une certaine immunité collective, il faut quand même vacciner au moins 80% de la population à risque. Et vous convenez avec moi que nous n'en sommes pas encore là, mais peut-être le moment venu, lorsqu'on aura essayé de couvrir cette tranche d'âge, cette cible à risque du Covid, on reviendra vous dire, écoutez, nous avons réussi et nous pensons que les gens sont couverts pour peut-être 5 ans, 10 ans, voire plus. Donc il s'agit d'abord de vacciner en masse.
Il ne s'agit pas de vacciner en masse. Quand vous dites qu'il s'agit de vacciner en masse, c'est comme s'il fallait prendre des gens dans l'immunité collective. L'immunité collective, la vaccination s'adresse à une catégorie de personnes bien On va précises. revenir, si vous permettez, sur les cibles de la vaccination. Juste le temps pour nous d'écouter Franck Evina qui nous livre la première revue de presse du soir. Une revue de presse qui porte sur le Covid-19, telle que cette maladie a été traitée par nos confrères de la presse écrite cette semaine. Le Parlement amplifie le signal d'alerte du gouvernement sur le Covid-19. Cameroun Tribune indique que l'appel des doyens d'âge du Sénat et de l'Assemblée nationale a retenti à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année budgétaire 2021. Députés et sénateurs convoquent la responsabilité individuelle. Une invite à la prise de conscience qui devrait notamment amener les populations à s'approprier les nouvelles règles dont parle le jour dans le secteur des transports publics. Le quotidien Bleu cite, entre autres, le retrait des permis de conduire en cas de surcharge, port du masque obligatoire, phare aux ampoules laser LED interdit. Pour mutation, ce rappel à l'ordre du ministre des Transports Jean-Ernest Massé-Nangale-Bibéhé vise le respect de la distanciation sociale et des autres mesures barrières dans les véhicules de transport de masse. Pendant ce temps, le ministre des Enseignements secondaires lance la traque du virus dans les établissements. Le jour annonce des tests obligatoires dans les lycées, une initiative qui divise d'après mutation, division d'opinion également autour du vaccin qui arrive. Pourtant, vacciner la population est un devoir pour l'État, affirme le professeur Tétagné Ekwe dans Cameroun Tribune. Le médecin en pédiatrie, par ailleurs président de la Commission nationale de certification de la polio, explique les tenants et les aboutissants de la décision du gouvernement d'autoriser le lancement des opérations de vaccination anti-Covid-19 sous forme de volontariat. Alors, pour être tout à fait complet sur la question des vaccins sur ce plateau, on va vous lister quelques-uns des vaccins qui sont déjà disponibles. Pfizer et BioNTech et Moderna, efficacité 91,1 à 95%. Vaccin AstraZeneca, on en a parlé il y a quelques instants, efficacité 62 à 90%, et il faut administrer 2 doses. Le vaccin russe Sputnik, 2 doses également, efficacité 50 à 91%. Le vaccin Johnson & Johnson, efficacité 66 à 100%. Et puis il y a également les vaccins chinois, Sinovac et Sinopharm et CanSino. Voilà quelques-uns des vaccins qui sont déjà disponibles. Il y en aura certainement d'autres dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Docteur, qui vaccine-t-on en priorité? Il est entendu clairement, il est établi clairement que les premières doses sont réservées au personnel de santé, puisqu'il faut les soulager justement dans la prise en charge des autres, bien entendu suivi des personnes qui seraient à risque qui ont dépassé l'âge de 50 ans, puisque c'est eux qui font face aux comorbidités. Nous avons les enseignants, les personnels de sécurité, et pourquoi pas d'autres personnels qui pourraient faciliter plutôt, qui sont au centre du fonctionnement de l'État, qu'on est en train d'envisager, bien entendu. Alors, le vaccin, comment est-ce que l'opération va se dérouler? Est-ce qu'on va utiliser les canaux déjà tracés par le programme élargi de vaccination, ou alors il y aura un programme spécial pour ces vaccins-là? C'est le programme élargi de vaccination qui a hérité justement de la lourde mission de vacciner au Cameroun. Nous avons essayé de déployer le système de façon à ce que, au même moment, nous puissions vacciner sur tout l'étendue du pays. Nous avons recensé pratiquement près de 500 postes de vaccination qui seront rendus disponibles. Chaque commune aura probablement au moins un poste de vaccination. Et le moment venu, justement, nous allons communiquer la liste intégrale de tous les endroits où on pourrait vacciner. Agnès Solange?
Oui, docteur, quand vous parlez de 50, à partir de 50 ans en montant, c'est certainement des personnes qui ont des comorbidités, comme vous avez dit. Tout à fait. Est-ce que leur système immunitaire va supporter le vaccin, c'est un système immunitaire déjà affaibli par ces comorbidités? Non, quand vous dites que le système immunitaire est affaibli, c'est pas parce qu'on a des comorbidités que le système immunitaire est affaibli. Il y a d'autres maladies qui peuvent atteindre le système immunitaire, effectivement, vous avez raison. Cela, on va certainement prendre des précautions, mais ça ne les exempte pas de vaccination, tous ceux qui ont des comorbidités, qui ne soient pas en rapport justement avec une maladie, comme le VIH, avec un comme problème le immunitaire. cancer, c'est Voilà. bon. Merci, docteur. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parler de la qualité des produits qui pilulent sur nos marchés et qu'on retrouve également dans nos supermarchés. Et Franck Evina campe le décor avec cette revue de presse. La fraude et la contrefaçon ont pignon sur rue. Dans l'essentiel du 9 mars, les multiples facettes de ces pratiques illicites qui ont fait leur nid dans les habitudes des consommateurs camerounais. Des produits de consommation de masse au comportement des personnes, tout ou presque, est faussé. Au mépris de la santé et de la sécurité, s'indigne le bi-hebdomadaire d'Antoine Wongoanda. Pourtant, la loi encadre et punit lorsqu'il le faut. C'est le cas, comme le relève Cameroun Tribune du lundi 8 mars avec l'eau minérale Sano, suspendue pour 6 mois. Raison invoquée, le non-respect des normes d'exploitation. Alors que le journal à capitaux publics souligne l'indignation des consommateurs qui ont l'impression d'avoir été pris pour des cobayes, Réalité Plus de Paul Ngouaré Kindi fustige la décision du ministre des Mines et du Développement technologique qui conduirait les 400 personnels de la société au chômage. Le Jour ne voit pas les choses ainsi. Dans sa parution du mercredi 10 mars, le journal d'Aman Mana explique comment l'arrimage aux normes peut booster le PIB. C'est un outil de compétitivité, affirme le quotidien bleu, comme pour saluer les 230 normes récemment homologuées par la Nord. La revue de presse était sur la scène. Retour sur le plateau. À ma droite, honorable Ngo Issi, qui est député PCRN, mais qui est surtout présidente du mouvement national des consommateurs. C'est exact. Merci. Bonsoir Madame Benga. Bonsoir Monsieur Luc Mamba. Je voudrais aussi, si vous me permettez, dire bonsoir à tous nos concitoyens qui nous regardent ce soir et souhaiter beaucoup de courage à tous ces concitoyens qui se battent tous les jours entre le Covid qui sévit et les produits frélatés qui sont sur le marché. Et juste en face de vous, Luc Mamba, bonsoir et bienvenue d'abord. Bonsoir Madame Benga, honorable bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs de la CRTV. Alors, honorable Ngoïsi, après la découverte d'une usine de fabrication de spiritueux à Eligedjoa, ici à Yaoundé, de faux spiritueux, on va le dire, ici à Yaoundé, donc, vous avez commis un texte, un article sur votre page officielle intitulé « Le consommateur assassiné ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous, par exemple, est-ce que quand vous allez au marché ou dans les supermarchés maintenant, c'est la peur au ventre que vous achetez un produit? Bon, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui m'a révélé que le week-end, samedi notamment, ils sont allés entre amis, bien évidemment, dans un snack bar bien connu dans la capitale. Ils ont donc acheté une bouteille de whisky, notamment sans publicité, le Chivas, 18 ans d'âge. Et pendant qu'on l'a ouverte, il y a donc, parce qu'il y a quand même, il faut relever qu'on a certains compatriotes qui ont pu développer une certaine expertise en termes de qualité lorsque ils utilisent leur palais pour tester de la qualité des produits que nous avons sur le marché. Une fois donc que la bouteille a été servie, il s'est avéré qu'elle était de mauvaise qualité.
Alors, ils ont donc saisi le gérant et les responsables de cette structure qui n'ont pas voulu écouter ça d'une bonne oreille et ça a créé un mouvement d'humeur. Finalement, les éléments de la gendarmerie ont intervenu, ils sont allés à la gendarmerie, on a scellé et lors des enquêtes, donc, il a été révélé que le propriétaire de la structure, lui qui achète les produits, que je peux dire entre guillemets normés, n'est pas au courant du circuit qui s'est développé dans sa structure, notamment les servants ou les serveuses qui ont un circuit de distribution ou bien de vente en parallèle de ces produits-là, où elles amènent dans des sacs et puis elles mettent ça sur la table à une certaine heure de la nuit. Mais sauf qu'ils sont vendus au prix du vrai. Et maintenant, donc, cela a suscité en moi une interrogation et c'est pourquoi je vais donc vous répondre en disant qu'effectivement, aujourd'hui, tout consommateur qui se rend dans une échoppe ou bien dans un supermarché a la crainte dans son ventre parce qu'on ne sait pas finalement quel est le bon produit, où est-ce qu'on doit l'avoir, comment est-ce qu'on peut l'avoir. Donc, jusqu'à présent, je suis étonnée que cette structure soit encore ouverte alors que la gendarmerie l'a saisie. On devait simplement et purement fermer. Ce n'est pas la seule. Du côté de Douala, encore ce week-end, on nous signalait une situation similaire où des clients se sont rendus dans une boîte de nuit. Ils ont pris des liqueurs, justement, et le matin, ils étaient tous malades, mais la boîte, elle est toujours ouverte. Bon, ben vous convenez avec moi que le mal est assez profond et que maintenant, s'il faille que nous nous questionnons sur les différents mécanismes de protection du consommateur. On va revenir sur ces mécanismes. Justement, je voudrais demander à M. Luc Mamba de la Nord de nous dire qu'est-ce qui est fait au niveau de l'Agence des normes de la qualité pour rassurer les consommateurs. Vous avez entendu parler, c'est une anecdote, c'est vrai, mais c'est le quotidien de plusieurs Camerounais aujourd'hui. Chaque fois qu'on va acheter un produit, que ce soit un produit qui relève de l'agroalimentaire, que ce soit un produit qui relève du secteur des cosmétiques ou de je ne sais plus trop quoi, c'est désormais la peur au ventre. Mais on a davantage peur quand ça touche à notre santé. Qu'est-ce que vous, au niveau de la Nord, vous faites pour éviter cela? Oui, avant d'arriver à ce que nous faisons au niveau de la Nord, effectivement, j'ai écouté les deux anecdotes et je voudrais juste dire qu'il ne faut pas non plus qu'on en vienne à une psychose généralisée. Le palais de vos amis, certes, est-il le plus développé possible, mais en aucun cas, ce n'est une mesure de vérification de la qualité d'un produit. De même, ceux de la boîte de nuit de Douala, qu'avaient-ils mangé avant? Pourquoi faut-il évidemment, essentiellement lier cela à la boîte de nuit? C'est pas pour dire que c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est pour dire qu'il faut être très prudent. Mais ils savent très bien à quel moment ils se sont sentis mal. Oui, mais ils savent ce qu'ils ont pris avant. Vous pouvez manger quelque chose aujourd'hui, avoir mal au ventre dans 2 jours. Si j'ai eu le malheur de vous inviter quel serait leur intérêt de raconter une histoire comme ça pour... Ça rentre, malheureusement, nous sommes quel objectif? Lorsque vous êtes allé en boîte de nuit et que 4 ou 5 d'entre vous se retrouvent malades, quel est l'intérêt que vous avez à raconter des histoires? Je ne peux pas me prononcer, mais les légendes urbaines, surtout quand vous rappelez-vous à l'époque du riz en plastique, c'est tout le monde qui allait sur Facebook poster sa vidéo d'un riz en plastique. Mais là n'est pas la question. La question justement est de savoir ce que la Nord fait pour éviter que cette psychose ne s'installe. Si tout se passe bien, on n'aurait pas besoin d'inventer des histoires, comme vous semblez le dire. Que fait la Nord pour s'assurer que les produits qui circulent dans notre pays sont des produits de qualité? En voilà une très bonne question. Alors, toutes les questions sont bonnes. Peut-être. Alors, que faisons-nous au niveau de la Nord? Alors, premièrement, nous intervenons à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'élaboration des normes. C'est-à-dire, au quotidien, nous avons des comités techniques mis en place à l'Agence des normes et de la qualité qui ont donc pour vocation d'élaborer ces normes-là. Et d'ailleurs, Madame ici présente, avec son association de consommateurs, a participé à ces différents travaux de normalisation puisque cette association était parmi les associations avec lesquelles la Nord travaille. Le deuxième niveau, c'est l'évaluation de la conformité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évaluation de la conformité? L'évaluation de la conformité consiste à s'assurer que les produits qui sont mis sur le marché sont conformes aux normes. Maintenant, au niveau de cette évaluation de la conformité, elle se fait de 2 façons. Il y a l'évaluation de la conformité des produits locaux, c'est-à-dire produits au niveau du Cameroun, pour lesquels donc
nous délivrons des certificats de conformité après avoir vérifié que ces produits-là sont fabriqués conformément aux normes. Maintenant, il y a le volet des produits importés. Ces produits-là qui sont importés sont soumis au programme d'évaluation de la conformité des marchandises avant embarquement, le PKE, qui est mis en œuvre depuis le 31 août 2016. En quoi consiste le PKE? Le PKE consiste tout simplement à faire l'évaluation de la conformité des produits devant entrer au Cameroun avant qu'ils ne partent des pays d'origine. C'est-à-dire, lorsque un opérateur économique veut importer un produit au Cameroun, produit dont les normes sont d'application obligatoire, l'évaluation de la conformité se fera dans ce pays-là. Et lorsqu'il obtiendra le certificat de conformité, c'est-à-dire la garantie de la qualité de ces produits-là, alors il pourra le faire venir. Alors, quels sont les outils dont vous disposez pour vous assurer que le certificat de conformité qui est présenté à X ou XY est un certificat de conformité conforme? Permettez-moi la répétition. Et là, nous arrivons immédiatement au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est que donc depuis le 19 mars 2019, à la faveur d'un décret du chef de l'État, les missions de la NOR ont été renforcées, puisque maintenant, nous avons la coordination des initiatives des administrations et des parties prenantes nationales en matière de normalisation et démarche qualité. Nous avons également une mission de contrôle qualité des produits sur le marché. Ça veut donc dire, là nous arrivons donc à ce troisième niveau qui est donc le contrôle qualité des produits sur le marché. Parce que obtenir le certificat de conformité ne garantit pas forcément la qualité du produit. Et j'explique. Un produit peut très bien avoir son certificat de conformité lorsqu'il va sortir de l'usine. Mais maintenant, entre l'usine et le supermarché, est-ce que les normes en matière de stockage ont été respectées? Est-ce que les normes en matière de transport ont été respectées? C'est comme ça qu'on peut très bien avoir, pour paraphraser, une ménagère qui va au marché, achète de la viande. Ce sera une sorte de brigade? Ce ne sera pas une sorte de brigade, ce sera une brigade. C'est une brigade. C'est une brigade et qui commencera le travail peut-être dans un mois ou deux, je n'en sais rien. Moi, je voudrais qu'on reste sur le contrôle avant embarquement. Ce contrôle avant embarquement est fait, je crois, sur un échantillon. Le certificat de conformité qui est délivré de manière provisoire à l'opérateur économique lui permet déjà de vendre ses produits sur le marché. Et la question que je vous ai posée, c'était celle de savoir quels sont les outils dont vous disposez. Est-ce que vous avez un laboratoire? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec un laboratoire? Je ne sais pas trop quoi. Quels sont les outils dont vous disposez pour vous assurer que le certificat de conformité qui est présenté est un certificat de qualité, que le contrôle qui doit être fait avant l'embarquement est un contrôle effectif? De quels outils disposez-vous? Alors, nous commençons par les produits soumis au PKE, puisque c'est par là que vous avez commencé. Alors, pour ce qui est des produits soumis au PKE, le gouvernement camerounais a mandaté deux partenaires techniques, que sont la SGS et Intertech, qui sont chargés de faire l'évaluation de la conformité de ces produits-là dans les pays d'origine. Mais ce n'est pas eux qui délivrent le certificat de conformité, car lorsqu'ils finissent de faire l'évaluation de la conformité de ces produits-là, ils délivrent aux entreprises exportatrices, du coup, une attestation de conformité. Cette attestation de conformité, maintenant, est renvoyée et remise à l'importateur qui va donc se présenter à la NOR et après vérification, c'est la NOR qui va établir le certificat de conformité. Et le certificat de conformité est une des pièces exigibles dans la liasse de documentation au niveau de la douane pour pouvoir faire sortir ces produits-là. Et maintenant, pour venir à la deuxième partie de la question, au niveau donc local, les certificats de conformité, évidemment, ils sont délivrés après analyse. Et oui, nous avons des laboratoires avec lesquels nous travaillons. Par exemple, pour ce qui est des analyses bactériologiques et physico-chimiques, nous pouvons par exemple faire appel au Centre Pasteur, qui est un laboratoire accrédité. C'est entendu, honorable Ngoï, si lorsque vous écoutez Monsieur Luc Mamba, est-ce que vous êtes satisfait du process qui est ainsi mis sur pied? Lorsque j'écoute M. Mamba, je vois que lui-même, il n'est pas satisfait de ce qu'il est en train de dire. Parce que tantôt, M. Mamba a fait... il a ironisé en disant que ses amis, mes amis, que j'assume d'ailleurs, ont un palais assez de voyons, ne pourraient pas vraiment se limiter au dire
ou bien à la conformité d'un produit à travers le palais. J'ai envie de dire à M. Mamba que cela arrive parce qu'en réalité, il n'y a pas de mécanisme de conformité localement. Nous le savons. Parce que tout à l'heure, madame, vous l'avez si bien dit, pourquoi est-ce qu'au niveau du Cameroun, nous savons très bien, vous et moi, qu'il y a eu des démarches ou bien il y a eu des échanges assez houleux pour que le Cameroun puisse avoir son laboratoire de contrôle et de conformité pour pouvoir attester de la conformité des produits. Cela a été annoncé depuis des années. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore ce laboratoire qui est construit de manière à ce que lorsqu'un produit, parce que tout à l'heure vous avez fait l'émission de la Nord sur les produits qui sont importés et sur les produits qui sont produits localement. Moi, j'aimerais m'attarder sur les produits qui sont produits localement. Qu'est-ce que la Nord fait sur le plan national pour pouvoir attester d'un produit qui sort d'une usine nationale locale, que ce produit qui sort de telle usine est conforme à la norme? Si la Nord avait peut-être mis ses missions en avant, c'est qu'on n'aurait pas aujourd'hui avoir un ministre qui sort un arrêté pour pouvoir suspendre une entreprise qui fait qui commercialise, qui produit et qui commercialise de l'eau minérale. Parce que la loi sur la norme sur l'eau minérale est connue, c'est même un règlement technique, je pense. Donc, comment est-ce que cela se passe au niveau national d'abord, avant même d'aller voir ce qui se passe des produits qui sont importés? Parce que ce que M. Mamba peut-être a omis de dire, c'est que les produits qui entrent au Cameroun entrent par 3 voies. Il y a la voie terrestre, il y a la voie maritime, il y a la voie aérienne. Au niveau du PKE, nous avons bien établi qu'il y a des difficultés pour pouvoir contrôler tous les produits qui entrent au Cameroun parce que nos frontières sont poreuses. Peut-être on a pu maîtriser la voie aérienne. Peut-être, entre guillemets, avec beaucoup de réserves, on a pu maîtriser la voie maritime. Mais qu'est-ce qui est fait de la voie terrestre? Nous avons des pays voisins qui produisent des pays et qui les exportent vers le Cameroun. Qu'est-ce qui est fait, notamment par la Nord, pour que ces produits, lorsqu'ils entrent au Cameroun, puissent avoir une certaine conformité ou bien la fiabilité? Lorsque moi, consommateur lambda, je me rends sur le marché pour acheter un produit, que je puisse être, que je puisse l'acheter. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire que la Nord ne contrôle pas totalement la qualité des produits qui entrent au Cameroun, c'est ce que vous voulez dire? Je suis en train de dire que la Nord se limite seulement dans le cadre, je peux dire, administratif. La Nord n'est pas encore c'est-à-dire on attendrait la Nord à être opérationnelle. On ne ressent pas la Nord dans l'opérationnalisation de leur mission. Parce que on a beaucoup plus, parce que tout à l'heure, il a déroulé vraiment les missions de la Nord. Mais est-ce que sur le terrain, est-ce que sur ce sur quoi on attend la Nord est en train de... Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez observé? Vous m'avez pris de coup, j'ai failli avaler de travers. Je prends un exemple. Les produits qui sont produits localement. Qu'est-ce que la Nord fait? Parce qu'en réalité, lorsqu'une entreprise voudrait se lancer, bien lorsqu'un opérateur économique voudrait se lancer dans un secteur, dans l'agroalimentaire, il va vers la Nord, entre les différentes paperasses qu'il doit avoir, il doit avoir un certificat, une sorte d'acte de naissance ou bien une sorte d'acte qui lui donne l'autorisation de pouvoir exercer, de pouvoir produire et de pouvoir commercialiser. Est-ce que les entreprises est-ce qu'en l'État, la Nord peut nous dire qu'il a un fichier des entreprises qui produisent, qui se lancent dans l'agroalimentaire? Je prends seulement ce volet-là, je ne voudrais pas ouvrir ici le pan de la cosmétique. Est-ce que la Nord a donc un fichier où on identifie les producteurs, on peut les localiser de manière numérisée, même que si vous entrez dans le site de la Nord, vous pouvez, si vous recherchez une entreprise, vous pouvez la retrouver de manière systématique
pour qu'on puisse peut-être, lorsqu'un produit se retrouve sur le marché et qu'il a des problèmes, parce que tout à l'heure, il a dit que la conformité d'un produit ne peut pas être fiable à 100% parce que de l'unité de production jusqu'au consommateur, il peut y avoir des problèmes. Maintenant, donc, qu'est-ce que la NOR fait pour que, au niveau même au niveau minimal, c'est-à-dire que le respect même des bonnes pratiques d'hygiène dans ces entreprises qui ne font que naître au jour le jour et qui prospèrent. Qu'est-ce que la NOR fait donc pour pouvoir rassurer le consommateur lambda en leur disant que nous avons par exemple une entreprise qui fait dans les pâtes alimentaires, je dis n'importe quoi, pour pouvoir la repérer, à partir de son code barre par exemple, on peut l'identifier et on peut la retrouver s'il y a un problème. Moi, c'est un peu le constat que j'ai fait et je pose la question donc de savoir qu'est-ce qui est fait de manière opérationnelle. Et justement, à votre site, je voudrais poser la question à monsieur Luc Mamba. Pour un client lambda qui entre dans un magasin, qui veut par exemple acheter des pâtes alimentaires ou je ne sais pas trop quoi, produits localement ou importés, qu'est-ce qui doit attirer son attention? Qu'est-ce que la NOR a pu faire avant pour que le téléspectateur, pour que le consommateur s'assure que ce produit qu'il veut acheter est un produit conforme, que c'est un produit de qualité? Qu'est-ce qu'il doit regarder? Qu'est-ce qu'il doit surveiller? Alors, merci pour ces questions honorables. Enfin, ces remarques, ces questions, je ne sais pas ce que c'était. Mais on va y aller. Vous avez commencé par... je vais commencer par le début. Vous avez commencé par dire que vous ne sentez pas la NOR sur le terrain pour empêcher, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis d'accord avec vous à 100%. Pourquoi je suis d'accord avec vous à 100%? Parce que il y a peu de temps, ces missions de contrôle et de surveillance du marché n'étaient pas dévolues à l'Agence des normes et de la qualité. C'est le 19 mars 2019, à la faveur donc du décret présidentiel, où, en plus des deux premières missions qui étaient l'élaboration des normes et l'évaluation de la conformité, que la mission de surveillance du marché a été dévolue à la NOR. Et pour pouvoir mettre en place cette activité, il y a des préalables. D'abord, il nous fallait des officiers de police judiciaire à compétences spéciales. C'est fait. Depuis septembre 2020, ils ont prêté serment. Il fallait revoir l'organigramme de la NOR. C'est fait depuis décembre. Et là, la brigade a pris service. Maintenant, nous allons débuter les activités de contrôle effectif sur le marché probablement dès le mois d'avril, mais il y a des préalables. Nous n'allons pas surprendre les opérateurs économiques. C'est pour ça que le 30 mars prochain, mardi sur prochain, nous aurons avec tous ces partenaires une réunion d'information et de sensibilisation sur cette mission-là à Douala pour pouvoir donc débuter. Ça, c'est entendu. Voilà, justement, ensuite, il y avait... Le client, parlez-nous du client. Qu'est-ce qui doit attirer son attention? Qu'est-ce que la NOR fait? Lorsque je suis face, je ne sais pas moi, à une bouteille de whisky ou je suis face à, je ne sais pas moi, des pâtes alimentaires, qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce qui doit attirer mon attention? Qu'est-ce qui doit attirer votre attention? Qu'est-ce que la NOR a fait avant? Qu'est-ce que la NOR a fait avant? C'est simple, c'est que nous avons initié un programme de marquage, c'est-à-dire de marquage des produits. Qu'est-ce que c'est que le programme de marquage des produits? C'est que lorsque le produit est donc conforme aux normes et respecte les normes, et on a la possibilité de mettre une marque dessus, un petit logo, vous pouvez facilement le voir par exemple sur des bouteilles de gaz. Après, nous avons voulu aller plus loin et décider qu'il était temps maintenant que tous les produits dont les normes sont d'application obligatoire soient marqués. Nous avons commencé sur ce volet-là une phase de test durant le Covid, puisque les entreprises qui produisaient les masques barrières et les gels hydroalcooliques avaient l'obligation de faire marquer leurs produits. Donc, durant cette phase de test, nous avons pu voir exactement comment se passe le marquage, parce que actuellement, le marquage le plus répandu au Cameroun, c'est la vignette fiscale qu'on voit sur les cigarettes, bouteilles de whisky et tout le reste. Mais maintenant, nous sommes en train de proposer une vignette qualité, c'est-à-dire en d'autres termes, la NOR qui a été créée en 2016, je crois, 2009. 2009, pardon, qui a été créée en 2009, n'a toujours pas sur le marché des étiquettes qui permettent aux clients de se rendre compte que ce produit est de qualité ou non. Ces étiquettes existent, c'est ce que je viens de dire. Mais sauf qu'elles sont falsifiées déjà. Ces étiquettes existent sur quel produit? Vous avez parlé des bouteilles de gaz, qu'en est-il des autres produits? Ces étiquettes existent sur plusieurs types de produits, mais comme je le dis, le problème là maintenant, c'est un problème de sécurisation de ces étiquettes et d'élargissement de l'assiette. C'est-à-dire de pouvoir, de manière à ce que... Vous avez parlé des bouteilles de gaz.
qu'en est-il des autres produits? Également les boissons, certaines boissons possèdent ces étiquettes-là. Et vous devez savoir que jusqu'ici aussi, le marquage était facultatif. C'est-à-dire, une entreprise pouvait décider que, OK, j'ai votre certificat de conformité, ça me suffit, je n'ai pas besoin de me faire marquer. Donc, je n'en ai pas besoin. Or, maintenant, nous voulons justement arriver, pour la sécurisation du consommateur, à ce que le marquage devienne obligatoire, de manière à ce que lorsque Mme Mebengaïra, dans je ne sais quel supermarché, qu'elle puisse juste, avec un coup d'œil, savoir que OK. C'est-à-dire enlever le caractère facultatif pour que ça devienne obligatoire, du moins sur les produits pour lesquels les normes sont rendues d'application obligatoire. Sauf que, comme le dit l'honorable Goïssi, la NOR elle-même fait les frais de la contrefaçon, c'est-à-dire que les propres marques que vous mettez pour sécuriser les produits qui sont conformes, ces marques que vous mettez sont aussi faussées, contrefaites, on va dire. Était. Parce qu'actuellement, le nouveau type de marquage que nous avons testé avec la phase du Covid, c'est un marquage avec QR code qui permet, avec un simple smartphone, de savoir que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Mais nous sommes encore en train de vouloir aller plus loin pour être sûr d'avoir des étiquettes véritablement infalsifiables. Honorable. Mais sauf que, monsieur Mamba, moi, je continue à m'interroger parce qu'à vous suivre, j'ai comme l'impression que, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des préalables, est-ce que les préalables là ont pris en compte les petits agriculteurs ou bien ceux-là qui se lancent dans les PME? Parce qu'ils n'auront pas les moyens nécessaires pour pouvoir s'arrimer aux normes dont vous faites allusion, parce que là, c'est coûteux. Nous savons que c'est coûteux, et là, donc, on va faire prospérer alors les grandes entreprises pour tuer les petites entreprises, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce qu'au préalable, les préalables qui ont été prises en compte tiennent aussi, on regardait ce côté-là, parce que moi j'estime que on devrait essayer de contextualiser pour pouvoir s'assurer de la conformité. Qu'est-ce qui vous pose problème? C'est le dispositif qui est mis en place? Oui, le dispositif qui est mis en place, tel qu'il étale, c'est un dispositif qui risque d'être à tête chercheuse, parce qu'on aura des petites et moyennes entreprises qui se lancent véritablement dans l'agroalimentaire ou bien je ne sais pas dans quel secteur, qui ne pourront pas s'arrimer à cette norme-là et qui seront donc contraints soit de fermer, soit de madame, pouvoir... et là, honorable, je vous dis tout de suite que nous y avons pensé à eux, à travers deux mécanismes que je vais... Rapidement, s'il vous plaît. Ah, c'est déjà fini. Allez-y rapidement. À travers deux mécanismes que je vais développer ici, là, maintenant. Le premier, c'est la stratégie nationale d'accompagnement des PME que nous avons lancée il y a 2 ans, qui nous permet justement d'accompagner ces TPE à la démarche qualité avec beaucoup de facilité. La seconde, c'est la cellule femmes, jeunes et normalisation, qui nous permet depuis également 1 an de prendre des groupes, des groupes dont vous parlez, des groupes marginaux, et de pouvoir les accompagner de la création, pour ceux qui existent déjà, à l'obtention d'un certificat de conformité. Madame, honorable Ngoïssi, je ne voudrais pas qu'on reste dans l'administration, dans ce qui est fait. Lorsque vous allez dans les supermarchés aujourd'hui, lorsque vous allez dans les marchés camerounais, est-ce que vous voyez, j'ai envie de dire, les traces de ce dont parle M. Luc Mamba? M. Luc Mamba vous a dit tantôt que ces dispositions sont nouvellement prises. Alors, s'il faut donc que je puisse partager mon expérience, je dirais que non. De manière, et je l'ai relevé tantôt, de manière palpable, on ne ressent pas la norme sur le terrain. Il y a dans certains secteurs, ou bien dans certains secteurs, des avancées, ou bien des remarques considérables qui ont été faites, notamment dans la filière huile végétale. Par exemple, on a vu l'association l'association des oléagineux du Cameroun, ASROC, qui a travaillé, qui a bataillé pour pouvoir normaliser les bouteilles, l'étiquetage, le conditionnement des huiles végétales. Où on a pu, aujourd'hui, on a de moins en moins, même au niveau... Parce qu'il a parlé de la sécurisation des étiquettes, eux, chez eux, ils ont plutôt incorporer sur l'étiquetage la référence de la NOR, parce que pour reconnaître une bouteille conforme à la NOR, je pense que c'est 3 gouttes d'huile vert, rouge et jaune qui
vous permettre, lorsque vous prenez une bouteille d'huile végétale dans un supermarché, lorsque vous regardez juste ce signe-là, vous savez que cette bouteille est conforme et puis vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc, je continue à dire que je reste sur ma soif. J'attends donc les mécanismes ou bien ce vers quoi l'ANOR se projette, comment cela va s'implémenter de manière concrète sur le terrain. Alors nous allons marquer un arrêt, si vous permettez, dans cette édition de Scène de presse pour parler de la contrefaçon et de la contrebande. À qui la faute? C'est la question que Michel Renaud-Wanja a posée aux journalistes et voici la réponse dans la rubrique Édito. Les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité. Les responsables de ces actes ont aussi leur part dans ce qui est dénoncé. C'est un problème de non-respect de la norme. À la vérité, les hommes ont toujours tendance à violer la norme et la règle pour gagner plus. C'est un phénomène mondial qui est une maladie du succès. Lorsque vous avez un produit à succès, il faut le protéger. Quand il n'est pas protégé, les gens vont essayer d'imiter votre produit pour le mettre peut-être sur le marché, en trompant la vigilance des consommateurs qui ne connaissent pas nécessairement les qualités de votre produit. Nous avons des frontières poreuses. Cette porosité des frontières fait que beaucoup de pays, de produits entrent au Cameroun dans ce qu'on appelle la contrebande. La responsabilité première dans ces situations qui s'enlisent, c'est à celui qui est le garant du respect de la réglementation, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics qui ont le devoir de faire appliquer les normes, les lois que nous nous sommes fixées. Lorsqu'on est dans une économie libre, il y a la régulation et la personne qui fait la régulation, c'est le service public qui doit protéger également ses consommateurs. Si vous ne protégez pas vos producteurs et vos consommateurs, ça veut dire que demain, ceux qui produisent, parce que la contrebande viendra les tuer, vont mourir, et que les consommateurs, qui sont la population, qui consomment donc des faux produits, va également mourir. La contrefaçon, c'est un crime économique, tout comme la contrebande, et que il faut éviter de se verser dans ce type de trafic, parce qu'au final, il y a la qualité du produit qu'on met sur le marché qui ne respecte pas les normes et donc qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des gens. Il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires, parce que c'est aussi l'impunité qui fait foisonner des foyers de contrefaçon et de contrebande. Alors, il y a une question qu'a posée François Bokeh il y a quelques instants que je vais vous poser, honorable Ngoïsi. Qui protège le consommateur finalement? Par principe, c'est l'État qui devrait protéger le consommateur. À travers ses démembrements, mais lesquels? À travers ses démembrements, à travers le ministère du Commerce qui a toute une direction en charge de la protection du consommateur, à travers le ministère du Développement industriel et technologique qui est la tutelle même de l'ANOR, qui a des services pour la protection. Du moins, il y a une panoplie de ministères là qui s'occupent de la protection du consommateur. Et je pense que la difficulté, c'est justement qu'il y ait plusieurs ministères qui... Il y a un trop-plein d'administration qui s'occupent d'une seule activité. Alors, sur le terrain, ils s'enchevauchent. Même lorsque nous sommes souvent dans des réunions, on a toujours cette difficulté à pouvoir établir qui fait quoi, à quel moment et pourquoi. Donc, il faudrait que déjà les politiques publiques essayent de recentrer cette... Si c'est l'ANOR, à l'ANOR qu'on donne cette compétence, qu'on la transfère totalement à l'ANOR. Si c'est au ministère du Commerce, que le ministère du Commerce ait ses compétences, si c'est au ministère de la Santé, ainsi de suite. Parce que justement, la question qui se pose, qui protège le consommateur? Je n'ai pas envie de dire ici que c'est le consommateur qui se protège lui-même. Parce qu'au ministère du Commerce, parce que vous allez me permettre de relever cela, au ministère du Commerce, il y a un numéro vert qui est vulgarisé, ou lorsque vous avez un problème, soit d'un produit que vous avez acheté, soit vous avez dans une localité, dans un quartier, vous voyez
parce que ça ne se cache pas, une entreprise qui naît, qui commence à émerger. Vous appelez le numéro vert, mais sauf que, moi je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai la malchance, qu'à chaque fois que j'appelle ce numéro vert, la dame est toujours de mauvaise humeur, ou elle m'envoie toujours balader. Donc c'est un fait. Ça fait que ça refroidit parfois les personnes qui appellent et on a l'impression que le consommateur est délaissé à lui-même. Parce qu'il faut relever que le Cameroun quand même a ratifié certains traités qui imposent au Cameroun de pouvoir protéger, parce que ce n'est pas une faveur qui est faite. Le consommateur, il est roi. Sans consommateur, il n'y a pas économie. Donc, il faudrait qu'on mette l'accent sur ça et qu'on sache que la santé d'un État passe par son économie et passe par la santé de ses consommateurs. Alors, on en a parlé des normes. Je voudrais quand même qu'on s'arrête quelques instants sur ces normes qui sont élaborées par l'ANOR. Qu'est-ce qui fait problème avec ces normes? Je voudrais qu'on s'arrête spécifiquement sur le cas du whisky. Non, répondez d'abord à ma question. Le temps me tient à la gorge. Non, Madame Ebenga, excusez-moi. Justement, le temps nous tient à la gorge, mais je refuse la désinformation parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Je ne répondrai pas, Madame Ebenga, parce que ce que je vais vous dire, honorable, je répondais à votre question. Non, vous répondez à ma question. Un fichier des entreprises certifiées existe au niveau de l'Agence des normes et de la qualité. Vous pouvez la télécharger. Et également pour la protection du consommateur, beaucoup de choses sont faites. Monsieur Luc Mamba, est-ce que vous pouvez d'abord répondre à ma question, je vous en prie, sur le whisky en sachet? Ensuite, vous reviendrez sur la question des fichiers. Je répondrai et je viendrai à votre question. Non, vous répondez d'abord à ma question, je vous en prie. Le temps nous tient à la gorge. Non, vous répondez d'abord à ma question, merci. Vous répondez donc à ma question et ensuite vous répondrez dans la question à la problématique posée par l'honorable Ngoïsi. Quelle est votre question? La question est sur les normes. On sait que la NOR a élaboré un certain nombre de normes déjà qui sont d'application obligatoire. Il y a une particulièrement qui concerne les whisky en sachet, mais on se rend compte que malgré cette norme, les whisky en sachet, par exemple, continuent de circuler, de se vendre au Cameroun. Donc, quel est le problème avec cette norme-là et quel est le problème, j'ai envie de dire, avec le whisky en sachet? Alors, permettez-moi de vous corriger, Madame Ebenga, si vous n'avez pas bien fait vos recherches. Il n'existe aucune norme sur le whisky en sachet au Cameroun. Il existe une norme sur les spiritueux, c'est la NC 210. Et cette norme est suffisamment claire parce que dans cette norme, on parle également des techniques de conservation du whisky. Et nulle part dans cette norme, on ne parle de sachet, de conditionnement. Il s'agit du conditionnement. La question était de savoir j'ai compris votre question. Permettez-moi. Le whisky en sachet continue de circuler dans notre pays alors qu'il est établi par la norme que ce whisky, tel qu'il est vendu, tel qu'il est conditionné, est mauvais pour la santé. Alors, nous, au niveau de l'Agence des normes et de la qualité, après une étude maintenant en 2014, nous ne certifions pas les whisky en sachet. Parce que nous pensons déjà que le transfert qui peut se faire entre le contenu et le contenant, c'est du plastique, peut être dangereux. Donc depuis 2014, après une étude que nous avons menée, nous ne certifions pas que ce soit les whisky en sachet, les eaux en sachet, parce que ce n'est pas les outils de conditionnement de ces derniers. Maintenant, pourquoi circulait-il sur le marché? Je ne saurais vous répondre, car comme je vous l'ai dit, c'est maintenant que nous allons entrer dans le contrôle qualité des produits sur le marché. Donc, à ce niveau-là, pour nous, depuis 2014, nous avons clairement établi que le whisky en sachet ne devait pas circuler. La norme, la NC 210 dont je parle, dit clairement que le conditionnement des whisky en sachet, c'est un contenant en verre, nullement en plastique. Donc voilà ce qui peut être dit sur ce niveau-là. Maintenant, si vous permettez Je vous permets maintenant de répondre à la problématique. Si vous permettez maintenant que je termine. Oui. Alors, le laboratoire dont vous faisiez également référence, honorable, le laboratoire, c'est un laboratoire de métrologie. Ce n'est pas un laboratoire physico-chimique et bactériologique. C'est la métrologie, c'est-à-dire la science des mesures. Pour ce qui est du reste, comme je disais, il y a des laboratoires avec lesquels nous travaillons au Cameroun et qui ont la compétence. Je prendrai par exemple le Centre Pasteur. Le fichier des entreprises certifiées dont vous parliez également, il existe. Il est téléchargeable sur le site. Vous avez votre smartphone. Vous pouvez même le faire avant la fin de l'émission pour être sûr que quelque chose n'a pas été fait. Et maintenant, lorsque vous parliez du numéro du Mincommerce pour les dénonciations, il y a plusieurs voies de dénonciation. Moi, je ne l'ai jamais appelé, je ne sais pas si elle est de mauvaise humeur, mais nous, par exemple, au niveau de la NOR, nous avons des fiches de dénonciation qui ont déjà été mises en place. C'est-à-dire, tout ce que la personne a à faire, c'est de remplir la fiche de dénonciation de manière anonyme, parce que non plus, il ne faut pas jeter l'anathème sur qui que ce soit, et
poser le problème qu'il a à poser et les équipes feront leur travail. Vous savez, le contrôle du marché se fait de deux façons. Soit de manière réactive, suite à une dénonciation, soit de manière proactive. C'est-à-dire on se saisit d'un sujet comme celui que vous venez d'évoquer, on se dit tiens, mais pourquoi, menons une étude et voyons ce qui peut être fait. Mais aucunement, on ne peut dire que le contrôle va se faire seul et ça amène à autre chose, à la participation de tous. C'est la raison pour laquelle vous avez parlé de toutes ces PME. Je vous ai dit que nous avons deux mécanismes pour les accompagner, mais nous avons également besoin de vous, les consommateurs, votre association, pour aider, parce que c'est toute une chaîne. Ça va de la dénonciation, l'initiation, les consommateurs, à maintenant la résolution et la prise de mesures au niveau des organismes étatiques. Et il n'y a pas une foultitude. J'ai commencé par là pour dire que, au niveau du Cameroun, en matière de normalisation et de démarche qualité, l'organisme en charge de la coordination de ces activités-là, de normalisation et de démarche qualité, il n'y en a pas deux. C'est l'Agence des normes et de la qualité, reconnue dans le décret de 2019. Tout à fait. Mais sauf que, M. Mamba, permettez-moi de réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être vous m'avez mal suivi. Peut-être. Je n'ai pas dit que le fichier d'entreprise n'existe pas, mais je dis que ceux qui se lancent dans l'agroalimentaire, qui peuvent exercer, entre guillemets, dans la clandestinité, est-ce que la NOR, en l'État, peut nous dire qu'au Cameroun, nous avons tel nombre d'entreprises, il y a tel nombre qui sont conformes, il y a tel qui ne sont pas conformes, et nous travaillons pour les accompagner. Maintenant, non, ça ne devrait pas être un pipon. Pour le laboratoire d'analyse, peut-être c'est une information que moi je vais vous donner, parce que j'ai rencontré le ministre du Développement industriel et technologique qui m'a confirmé qu'évidemment, le problème se pose au niveau des moyens qui doivent être mis à disposition pour la construction de ce laboratoire. Et il a évoqué le fait que le Covid avait empêché que le projet évolue normalement. Donc peut-être c'est une information que vous n'aviez pas au niveau de la NOR et que peut-être moi je suis en train de vous donner. Le laboratoire de métrologie, ne me regardez pas avec ces yeux, le laboratoire de métrologie à la sortie du PICAC 2, la NOR est membre du PICAC. Nous avons travaillé ensemble à la sortie du PICAC 2. Il était établi que le laboratoire de métrologie ne pourrait pas être construit de manière isolée. Il fallait qu'on associe pour qu'on puisse sortir définitivement de ce problème de conformité, d'accréditation et autres. Madame, Monsieur, si vous permettez, juste en une minute, pas plus, pour le téléspectateur qui nous écoute et qui veut savoir qui le protège quand il va dans un supermarché ou dans un marché. Qu'est-ce qui est fait pour le protéger, vous, en tant que président de l'association du mouvement des consommateurs et vous en tant que chef de division de la communication à la NOR, qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds tout simplement que beaucoup de choses sont faites et beaucoup de choses seront encore faites. Il ne faut pas céder à l'alarmisme, au pessimisme, etc. et se dire que non, les oiseaux de mauvaise augure, il y en a plein. Non, beaucoup de choses sont faites. Et dans les prochains jours, le consommateur, à travers toutes les activités de sensibilisation et d'information qui seront menées par l'agence, et également la brigade qui va effectivement commencer ses activités, verra que beaucoup de travail est fait pour lui, pour sa sécurité et sa santé. Honorable Ngoïsi. Les espoirs que moi je fonde sur le nouvel élan de la NOR, c'est de frapper quand il faut et de la manière la plus rigoureuse. Parce que pour les questions de santé, pour les questions de normes, pour les questions de qualité, on ne devrait pas badiner. Il va falloir que lorsque vous saisissez une entreprise qui, sachant ce qu'elle devrait faire, ne le fait pas, il faudrait frapper et de la manière la plus exemplaire. Vous parlez de la norme, moi je vous ai posé la question en tant que président du mouvement. Qu'est-ce que vous faites? Parce que les consommateurs se rendent parfois également complices de ces les consommateurs ne se rendraient jamais complices parce que le rôle d'une association de défense de consommateurs, c'est de dénoncer et de sensibiliser les consommateurs. Et c'est là où je dirais à tout consommateur que lorsque vous allez dans les marchés, supermarchés, prenez toujours la peine de lire ou bien de regarder l'étiquette du produit que vous achetez. Lorsqu'il est estampillé en or avec les lettres NC et un lion, vous pouvez l'acheter sans vous inquiéter. Mais lorsque vous ne connaissez pas
la fiabilité, c'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas sûr de la fiabilité du produit, c'est-à-dire notamment les produits qui entrent, je préfère dire aux consommateurs de s'abstenir. Si vous ne connaissez pas d'où vient un produit, ne l'achetez pas. C'est entendu. On va marquer un dernier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Monsieur Mamba, si vous le permettez, je vous en prie, pour retrouver Daniel Menanga et les unes du lundi. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Nous commençons avec Défi Actuel qui remet le débat sur le Covid-19. Covid-19, pourquoi le vaccin fait peur? Les doutes qui subsistent sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca et ses effets secondaires renforcent la méfiance de certains Camerounais qui hésitaient déjà à se faire vacciner. C'est à lire dans le bi-hebdomadaire de François Bambou. Défi Actuel en page 3. Cameroun Tribune, Covid-19, il faut tester au maximum. Président, une réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie vendredi dernier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, il a donc prescrit au gouvernement d'intensifier le respect des mesures barrières tout en mettant haut le niveau de dépistage de la population, et c'est à lire en page 3 du quotidien national bilingue ce lundi. Intégration Covid-19 au Cameroun, controverse, complot et suspicion, mais également à lire journée CEMAC 2021, sombre mais sacré, puis Sud-Ouest. Une journaliste de la CRTV, une collègue donc enlevée. Enfin, consommation, le maquereau se raréfie, le pain durcit au Cameroun. Essinga dénonce hôpitaux publics de Yaoundé le scandale du marché noir de sang. Les services en charge de la fourniture du vital liquide sont désespérément vides en cause des pratiques et méthodes qui privent les patients à l'article de la mort des soins appropriés. Voyage dans un univers dit tourmenté avec Essinga. L'économie report prend la température à la NHPC, l'entreprise dans un climat social tendu. Vincent Leroux, nouveau directeur général de la Nachtigal Hydropower Company, prend fonction au moment où les grèves à répétition paralysent les travaux de construction du barrage de Nachtigal. C'est à lire en page 3 du journal. Ladies News, infrastructures scolaires, le lycée de Mbala2 fait sa mue dans le cadre d'un vaste projet de construction et de rénovation des infrastructures scolaires initié par les parents d'élèves et mis en œuvre par le responsable de cette institution scolaire. Un bâtiment R+2 et une salle multimédia fonctionnelle ont été rétrocédés au ministère des enseignements secondaires vendredi le 12 mars dernier. Et donc, Ladies News revient sur cette cérémonie-là. The Guardian Post Daily announced imminent reorganization of CPDM sections. Why and say why? Battle will be deadly in Santa. And then Boya, Yuban MP leads youth in campaign against climate change. These stories and more to read on the Guardian Post this Monday. Écho Matin nous parle de succession, la malédiction des grandes fortunes. La chronique judiciaire est alimentée depuis quelques mois par les querelles de succession à la tête de certains empires familiaux. Le dernier épisode en date est le cas des héritiers du milliardaire Pascal Monkam, décédé le 27 février 2021 en Afrique du Sud. Mutation parle également de nécrologie et nous dit que nous parlons de cet hommage d'Akeremouna à Maître Tchakouté Pati, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. Il a donc été inhumé ce week-end dans l'une des régions de l'Ouest. Et pour sortir, Camerounais du Maroc, Rabat Joie. C'est un jeu de mots de mutation, comme à l'accoutumée, pour dire que la communauté se déchire depuis des mois au royaume chérifien. L'ambassadeur, son Excellence Youssoufou Mohamedou, accusé de jeu trouble, à lire également dans les colonnes de mutation ce lundi. Douala, elle tue son camarade de classe.
Merci Daniel Menanga. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci honorable. Merci Monsieur Luc Mamba d'être venu sur ce plateau. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.